Mes diapositives. OK. Alors, moi, en plus, j'ai un retour. Donc, je vous vois en plus, donc c'est super. Donc, vous pouvez, hésitez pas à intervenir, hein. Moi, j'aime bien quand c'est un peu, pas trop, cours magistral, quoi, quand c'est un peu presque de l'ordre de la discussion. Et voilà, je mets en place alors, j'ai vos petites, images qui me gênent. Voilà, ici, c'est mieux. OK. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des notions scientifiques. D'accord? Donc, on va pas être très concret, on va pas être vraiment dans l'application pratique. Je vais vous montrer ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche. Et puis, j'espère que ça va vous donner peut-être un petit peu de profondeur dans la façon dont vous voyez une foule, dont vous l'appréhendez. Mais je vais rester dans un cadre scientifique pour l'instant. Et je vais essayer de vous expliquer comment on étudie cette drôle de créature, j'aime bien l'appeler comme ça aussi, dans nos laboratoires. Et vous allez voir que les découvertes qu'on fait dans les laboratoires, les méthodes qu'on utilise, tout ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire quand on étudie d'autres systèmes collectifs, comme par exemple le comportement des animaux sociaux. Et je vais faire pas mal d'allers-retours entre les foules humaines et les foules d'animaux. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais parler un petit peu de mon parcours parce que je pense que c'est assez révélateur de la façon dont on étudie les foules. Parce que moi, je suis arrivé, j'étais assez naïf. Au tout début, j'ai fait une formation d'ingénieur en informatique. Donc, c'est un parcours neutre en quelque sorte d'un point de vue disciplinaire. Je n'ai pas eu de spécialité, de spécialisation disciplinaire dès le début. Donc, je suis arrivé en tant qu'ingénieur. Vous savez, un ingénieur, il est juste formé à résoudre des problèmes. Donc, c'est très vague. Et aujourd'hui, je travaille dans un institut pluridisciplinaire, donc qui est en photographie ici. Donc là, c'est le bâtiment où je me trouve en ce moment. Et dans cet institut pluridisciplinaire, il y a des psychologues, il y a des biologistes, il y a des économistes, il y a des philosophes, il y a des physiciens. Donc il y a un petit peu de tout. Et moi, ça me va très bien parce que c'est vraiment le cadre dans lequel je me sens bien. Et souvent, d'ailleurs, mes amis me demandent, OK, tu fais de la recherche, mais en fait, t'es quoi? C'est de la recherche en quoi exactement? Est-ce en fait, ils veulent que je dise, je suis psychologue, ou bien je suis biologiste ou physicien. Mais en fait, vraiment, l'étude des foules, c'est tout ça en même temps. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Et comment différentes communautés de chercheurs vont se retrouver autour de cet objet. Alors, pour la petite histoire, la première fois, moi, personnellement, que j'étais confronté à ce problème disciplinaire, en quelque sorte, c'était à la fin de ma thèse de doctorat. Et vous savez, quand on finit son doctorat pour des raisons administratives, quand on remet la thèse, donc le document, il faut impérativement choisir une discipline de référence, et une seule. On ne peut pas dire ouais, j'ai fait un petit peu de tout. Il faut mettre une discipline sur la couverture de la thèse. Il faut dire voilà une thèse en, et on donne la discipline. Et ce jour-là, j'étais dans le bureau de la secrétaire et je devais remplir ce papier. En plus, je n'étais pas préparé du tout. J'ai juste remis ma thèse et elle m'a dit de remplir un document. Et il y avait ce champ à remplir, là, discipline de rattachement. Et je n'avais pas vraiment réfléchi à la question. Et ce jour-là, j'ai choisi une discipline. J'ai mis, OK, éthologie. Alors, éthologie, vous connaissez peut-être pas. C'est une discipline qui n'est pas hyper connue. Il s'agit en fait d'une branche de la biologie qui se définit comme l'étude du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a une connotation de biologie très forte dans cette discipline. Et j'ai mis ça, moi, parce qu'en fait, j'ai fait mon doctorat au département de biologie à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et si vous cherchez des exemples d'éthologues célèbres, vous allez sur Internet, vous tapez éthologie, vous allez probablement tomber sur une personne qui est Diane Fossé. Diane Fossé, vous la connaissez peut-être, c'est l'auteur du livre qui a fait un film ensuite, Gorille dans la brume. Et effectivement, ça correspond bien à la définition. Elle étudie le comportement d'une espèce animale, ici en l'occurrence ce sont des gorilles, dans leur milieu naturel. Ici ce sont les montagnes du Rwanda. Voilà. Et donc effectivement, ce sont surtout des biologistes qu'on retrouve en éthologie. Moi, j'ai grandi dans cet environnement, donc c'est une vidéo. J'ai grandi dans cet environnement, donc moi j'avais des collègues qui étudiaient par exemple les bancs de poissons. J'avais d'autres collègues qui étudiaient les colonies de fourmis, d'autres encore qui étudiaient les essaims d'abeilles. Et j'avais même un collègue qui étudiait les agrégats de cafards. Et j'étais entouré de gens qui faisaient ce genre de choses. Et ils s'intéressaient à toutes les formes de comportement collectif qu'on retrouve dans la nature, de tous les animaux sociaux, et y compris le comportement collectif humain, dont j'étais le seul représentant dans ce laboratoire. Donc j'étais la seule personne qui étudiait cette espèce animale un peu bizarre qui est l'être humain, mais toujours dans ce cadre plus général du comportement collectif animal.
Effectivement, il y a une branche de l'éthologie. Donc, l'éthologie est une branche de la biologie et il y a encore une branche de l'éthologie, donc une sous-branche de la biologie, qui s'appelle l'éthologie humaine, où on va effectivement étudier le comportement collectif des humains dans leur milieu naturel, parce qu'il faut que ça corresponde à la définition. Alors, le milieu naturel des humains, en fait, c'est pas très naturel, en fait. Hein. En réalité, c'est une gare, un stade, une ville, un festival, un supermarché. Ça, c'est le milieu naturel des humains aujourd'hui. Et voilà, donc vous allez me dire, OK, c'est une belle histoire, mais vous, le comportement des animaux, vous êtes peut-être en train de vous dire, nous, franchement, on s'en fiche un peu de savoir comment se comportent les fourmis. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment organiser un festival ou un rassemblement sportif. Figurez-vous que c'est exactement ce que je me disais quand j'ai commencé mon doctorat. Je me disais que j'avais un peu rien à faire dans ce laboratoire, en fait. Je me disais, moi, j'ai des collègues biologistes, ils sont sympas, ils partent en expédition dans la forêt, mais a priori, on n'a pas grand-chose à se raconter. Les interactions vont être assez pauvres parce que moi, j'étudie les gens et j'étudie pas les animaux, quoi. Et en fait, je me trompais. Et je vais vous montrer dans la première partie donc, de ma présentation qu'on peut comprendre vraiment la nature profonde du comportement des foules en observant les animaux sociaux. Parce que c'est des choses qu'on partage avec d'autres espèces animales. Il y a un thème, par exemple, qu'on retrouve très souvent en éthologie, c'est celui du déplacement collectif. Alors là, par exemple, sur cette vidéo, vous voyez des termites qui sont filmés sur l'île de Bornéo et vous avez des dizaines, parfois des centaines de milliers d'individus qui s'organisent comme ça pour se déplacer d'un point à un autre. Ici, vous voyez, elles sont en train de déménager. Donc, ce qu'elles portent dans leur petite mandibule, c'est du couvain, donc ce sont des petits œufs. Et en fait, elles sont en train de quitter une termitière pour aller à une autre termitière. Et donc, elles transportent les meubles, quoi, enfin, le couvain, les bébés, les œufs, tout ça. Et vous voyez, c'est ce gigantesque flux d'individus là qui est en train de se déplacer et elles arrivent à gérer tout ça sans embouteillage ni congestion. Et les chercheurs, mes collègues, se demandaient mais en fait, comment elles font pour gérer ça sans qu'il y ait de problème de congestion. Et une situation encore plus difficile à gérer que celle que je viens de vous montrer, c'est celle du trafic bidirectionnel, où vous pouvez avoir cette fois des insectes sociaux qui établissent un trafic sur une piste avec des individus qui vont dans un sens et des individus qui vont à contresens, dans le sens opposé. On observe souvent ça avec les colonies de fourmis. Ça, c'est par exemple une situation qu'on a typiquement pendant une phase de fourragement. Le fourragement, c'est quand les insectes vont chercher à manger. Et donc, vous avez un nid quelque part, les fourmis découvrent une source de nourriture quelque part d'autre, et elles font une piste entre le nid et la source de nourriture, et elles font des allers-retours comme ça. Donc, il y a des fourmis qui vont chercher de la nourriture, et puis il y en a d'autres qui reviennent avec la nourriture. Donc, on a effectivement un trafic bidirectionnel qui s'établit sur ces pistes de fourragement. Et une chose dont mes collègues chercheurs biologistes se sont rendus compte, c'est que sur ces pistes, le trafic est extrêmement bien structuré, à savoir que vous avez des sortes de voies de déplacement, hein, comme sur une route. Vous avez les individus qui vont du nid vers la source de nourriture, qui vont occuper deux voies latérales, et toutes les fourmis qui reviennent de la source de nourriture, elles vont occuper la voie centrale. Et donc, elles ont en quelque sorte divisé l'espace disponible sur la piste pour éviter les embouteillages. Et ça fonctionne à merveille, ça fait des allers-retours et puis ça augmente l'efficacité de la collecte de nourriture. Donc voilà, ça c'est ce que faisaient mes collègues biologistes. Et la première question moi que je me suis posée, c'est tout début de mon doctorat, donc on est en 2007. Je me suis dit, OK, on va partir sur ça et on va voir comment nous, les humains, on fait pour s'organiser dans cette situation de trafic bidirectionnel. Est-ce qu'on est aussi efficace que des fourmis? Ici, je vous montre une petite illustration de trafic bidirectionnel qui a été pas mal étudié par les chercheurs. C'est le carrefour Shibuya à Tokyo, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, c'est juste un passage piéton, mais un passage piéton très spécial, puisque à chaque feu vert, il y a 2500 personnes qui traversent, soit 80 personnes par seconde. Et c'est le genre de situation, voilà un exemple typique de trafic bidirectionnel. Et c'est le genre de situation que je me suis mis en tête d'étudier pour commencer mon premier projet de doctorat. Je vais vous en parler tout de suite. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec… en général, en science, on a tendance, pour commencer, on simplifie. D'accord. Donc, cet exemple de Shibuya, il est complexe parce qu'il y a plein de trucs qui se passent en même temps. On dit, OK, on va commencer par une situation extra simple et puis progressivement, on va la complexifier. Qu'est-ce qu'on a de plus simple qu'on puisse imaginer en termes de trafic bidirectionnel? Eh ben, on va voir deux personnes. OK. Donc, juste deux individus qui vont se croiser dans la rue, par exemple. D'accord. Et elles marchent en sens opposé. Alors, imaginez, vous marchez dans la rue et puis il y a quelqu'un qui arrive en face de vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez gérer cette situation? Eh ben, vous avez une décision à prendre, en fait. La décision, c'est est-ce que vous allez passer à droite de cette personne ou à gauche de cette personne?
A priori, c'est une question qui n'a aucun intérêt parce que les deux situations sont complètement, les deux décisions sont deux options sont complètement équivalentes. Sauf que si on y réfléchit bien, l'autre piéton qui arrive en face de vous, lui aussi, il doit prendre une décision. Lui aussi, il doit choisir est-ce qu'il va passer à droite ou à gauche. Et en fait, il se trouve que si on choisit tous les deux le même côté, par exemple, si on choisit tous les deux de passer à droite, donc ma droite à moi, c'est du côté gauche relativement au sens de marche de l'autre. Si on choisit tous les deux de passer à droite, eh ben, en fait, on va réussir à s'éviter. Et puis, si on choisit tous les deux de passer à gauche, on va réussir à s'éviter aussi. Mais si on prend une décision différente, si moi je décide d'aller à droite et que l'autre décide d'aller à gauche, ben, en fait, on va se rentrer dedans, on va se rentrer l'un dans l'autre. Donc, en fait, ça revient à ce qu'on appelle un problème de coordination, sans communication et avec une décision unique, instantanée. Donc, à un moment donné, vous avez deux personnes qui arrivent. Il y en a une qui doit dire droite ou gauche, l'autre doit dire droite ou gauche. Si on dit la même chose, ça passe. Si on dit une chose différente, ça passe pas. D'après les lois immuables des probabilités et ce petit modèle un peu simpliste, eh bien, normalement, on devrait prédire que les piétons vont se rentrer l'un dans l'autre une fois sur deux. Donc, une fois sur deux, on devrait se cogner quand on marche dans la rue, on devrait se cogner sur les autres piétons. Évidemment, ce n'est pas ça qui se passe. Donc, les piétons, nous, quand on marche dans la rue, on a quelque chose en plus, on a une technique pour se coordonner avec un inconnu qui arrive en face et avec qui on doit se coordonner en quelques secondes. Comment on fait? Eh bien, pour répondre à cette question, d'un point de vue scientifique, quand on a une question, on organise une expérience. Alors, c'est ce qu'on a fait, on a organisé une expérience. Donc, on a construit ce petit couloir circulaire, on a recruté des paires de participants. On met chaque participant à une extrémité du couloir. On leur donne le top départ et au top départ, ils doivent marcher jusqu'à l'autre extrémité du couloir. Voilà. Donc, en fait, on ne leur dit pas explicitement, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ils vont faire pour se croiser. Et on a répété cette expérience avec un grand nombre de paires de participants. Et ce qu'on observe, c'est que la décision ne se fait pas à 50-50, mais qu'en réalité, sur tous les participants qu'on a observés, qui ne se connaissent pas, la décision, à plus de 80% du temps, est prise de passer par la droite. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que cette décision se produit immédiatement au premier pas, sans qu'il y ait le moindre échange de regard entre les deux. Donc, en fait, il n'y a même pas une forme de communication entre les individus. La décision est comme spontanée, elle est prise au premier pas. Quand on croise quelqu'un, c'est comme si on avait une petite règle comportementale dans nos têtes qui nous dit, bien, en cas d'évitement avec un inconnu, choisissez le côté droit parce qu'il y a de fortes chances que l'autre aussi choisisse le même côté. Et ça marche, mais uniquement parce que tout le monde dans la population a la même préférence. Tout le monde a cette même petite règle qui dit « Ok, on va passer à droite quand on croise un inconnu, et si on est tous d'accord sur cette règle, ça va fonctionner. » Il n'y a Et pas je peux me de… permettre une question? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas influencé par le code de la route aussi, Mhm. selon si on est britannique ou si on est français? Est-ce que, ou moi français, pas français, mais En France. milieu francophone, Ouais. où on est influencé par la conduite à droite ou à gauche? Est-ce qu'un Anglais se comporterait de la même manière? Ouais. C'est la question qui arrive toujours à ce moment-là du Ah, talk. pardon. Non, non, au contraire, c'est bien. J'y viens dans 2 slides. Et effectivement, c'est la question qu'on va se poser immédiatement derrière. Mais avant d'arriver à cette problématique de d'où vient cette règle, parce que en fait, c'est la question, elle se porte sur l'origine de cette règle comportementale. Avant de se poser ça, cette question-là, donc on résume d'abord. Donc effectivement, on a une règle comportementale dans notre esprit et qui résout ce problème de coordination parce qu'elle est commune à tout le monde. Donc tout le monde la partage, donc ça marche. Un truc intéressant qui est ici, c'est que je vous rappelle qu'on a simplifié le problème délibérément pour pouvoir étudier. Mais nous, ce qu'on veut étudier, ce n'est pas des piétons. Nous, ce qu'on veut étudier, c'est la foule. D'accord? Donc maintenant qu'on a simplifié, qu'on a extrait cette petite règle comportementale, on va remonter au niveau de la foule pour essayer de voir, OK, qu'est-ce que ça implique maintenant en termes de foule? Et donc, ce qu'on fait, c'est que on va cette fois-ci non pas regarder deux personnes qui se croisent dans la rue, on va remonter à un niveau de complexité supérieur et on va regarder de flux de piétons qui se croisent dans une rue. D'accord? Qu'est-ce que ça va impliquer, cette petite règle-là? Eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue, il y a cette règle comportementale qui dit que vous allez le croiser préférentiellement à droite. Mais imaginez qu'immédiatement après, il y a une autre personne qui arrive en face de vous. Eh bien, cette autre personne, vous allez à nouveau la croiser à droite. Et encore une autre qui arrive en face de vous, vous allez encore la croiser à droite. Et si tout le monde fait ça, eh bien, petit à petit, on va se retrouver avec deux flux de piétons qui vont se séparer en quelque sorte. Vous allez avoir une forme de division de l'espace
où chacun se dit, OK, nous, on marche du côté droit de la rue, on prend la moitié, vous marchez du côté gauche par rapport à nous, mais du côté droit par rapport à vous, vous prenez la moitié, et comme ça, on ne va plus avoir de problème de coordination, et ça va très bien marcher. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc là, vous avez une photographie qui a été prise à Bordeaux sur la rue Sainte-Catherine, qui est une grande rue passante. Et on voit très bien cette structuration qui apparaît spontanément. Il n'y a personne qui a vraiment décidé qu'on allait s'organiser comme ça. Encore plus joli, il se trouve que cette organisation collective, elle est bénéfique. C'est-à-dire qu'une fois que cette structure, cette division de l'espace est en place, eh bien, en fait, si on mesure la qualité du trafic piétonnier, la qualité est bien meilleure. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de ralentissement, il n'y a plus de croisement, il n'y a plus de congestion. On a étudié cette fois-ci expérimentalement qu'est-ce que ça donne avec deux flux, donc pas deux piétons, mais deux flux. Alors, comment on fait ça? En fait, c'était un peu difficile d'un point de vue logistique parce qu'on s'est dit qu'on allait construire un grand couloir et qu'on allait envoyer des piétons comme si si on avait une sorte de pistolet à piétons, là, et puis qu'on allait envoyer des piétons dans chaque direction. Ça, c'est un peu difficile à organiser. En plus, la façon dont on les envoie, ça va créer des biais. Et l'idée qu'on a eue, c'est de connecter les deux extrémités du couloir pour former une sorte de couloir circulaire, donc une sorte d'anneau comme ça. Et on met des gens à l'intérieur, et la moitié d'entre eux ont eu instruction de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre moitié dans le sens opposé. Au début, ils sont tout mélangés. On leur donne le top départ, ils commencent à marcher, et on attend une vingtaine de secondes ou une trentaine de secondes en fonction des cas. Et on voit qu'immédiatement, le flux va se structurer en ce qu'on appelle des autoroutes de piétons. Donc avec, vous voyez, tous ceux qui euh, marchent dans la même direction, qui vont occuper le côté droit, donc l'intérieur du cercle pour cette expérience, et ceux qui marchent dans l'autre direction vont occuper l'autre moitié. On mesure l'efficacité du trafic piétonnier, et effectivement, c'est fluide. C'est presque une forme d'intelligence collective, en quelque sorte. Parce que vous avez un système qui est complètement décentralisé, où personne ne prend aucune décision, personne ne donne d'ordre à personne, mais néanmoins, le tout va se structurer pour avoir une forme d'organisation qui est bénéfique, donc où ça va mieux marcher. Alors, je reviens à la question de tout à l'heure. D'où vient cette préférence? Parce que là, ça a l'air magique, on règle un problème de coordination et en plus, on améliore l'efficacité du trafic piétonnier. Alors, d'où vient cette préférence pour l'évitement par la droite? Déjà, on va regarder s'il y a des différences culturelles. C'est la première idée qui vient en tête. C'est assez facile à faire. Hein. Vous allez sur Google, vous tapez le nom d'une grande artère dans un centre-ville de tous les pays du monde. Par exemple, à Tokyo, vous tapez full et puis vous obtenez cette image et vous voyez très bien que le trafic s'est structuré également en autoroute, mais cette fois-ci, les gens sont à gauche. Vous voyez qu'au Japon, donc, l'évitement se fait par la gauche. Et vous pouvez regarder comme ça plein de pays du monde. Et ensuite, vous faites une cartographie, puis vous essayez de voir si ça correspond, par exemple, avec le code de la route. La plupart du temps, ça correspond. Il y a une bonne corrélation entre le côté d'évitement des piétons et le côté du code de la route. Donc, vous pouvez vous servir de ça comme moyen mémotechnique. Mais attention, il y a des exceptions. Et ça, c'est toujours un problème. Il y a des petites exceptions, mais c'est souvent le cas en sciences. Par exemple, si vous regardez, si vous tapez sur Google Oxford Street, donc Oxford Street, c'est une rue dans le centre de Londres, vous allez voir les flux qui s'organisent à droite, alors qu'à Londres, les automobilistes roulent à gauche. Ça, on pense que c'est une influence régionale parce que finalement, vous avez beaucoup d'étrangers qui arrivent à Londres, dans un pays qui est en plus entouré d'autres pays qui ont des préférences différentes et qu'il peut y avoir une sorte de conflit comme ça entre l'apprentissage que font les piétons, du quel côté ils vont s'éviter, et la règle du code de la route. En général, code de la route, côté du piéton, ça marche comme règle, mais attention, il y a des exceptions. Donc, par exemple, si vous avez une foule à gérer, vous pouvez, par exemple, juste taper le nom d'une grande artère d'un centre-ville dans le pays d'origine de la foule, et puis ça va vous donner comme ça une idée du côté d'évitement. Ça peut avoir un impact intéressant en termes organisationnels. Par exemple, si vous avez des spectateurs, des foules qui viennent de pays différents, par exemple pendant un match de foot, et qui vont avoir des codes différents, des codes comportementaux différents. Ben, typiquement, vous imaginez un énorme flux de gens qui a une préférence pour la droite, qui fait face à un énorme flux de gens qui a une préférence pour la gauche, ça peut être problématique à mon avis, même si on n'a pas étudié ça plus en détail. Alors, cette analogie avec le comportement des fourmis, on voit qu'elle est intéressante. Hein. Vous rappelez-vous, les fourmis aussi, elles forment des sortes de structuration comme ça en piste sur les voies de déplacement. Il y a beaucoup d'autres points communs avec le comportement des animaux sociaux. Et il y a en quelque sorte un concept qui transcende toutes les espèces animales, y compris l'humain. Et ce concept, c'est celui de l'imitation. Alors, on va approfondir un petit peu sur ça. C'est pas nouveau, hein, c'est pas quelque chose qu'on a découvert. Le père de la psychologie sociale, qui est Gustave Le Bon,
vous avez sûrement entendu parler de lui, peut-être entendu parler de lui, qui est l'auteur de Psychologie des foules, ça date de 1895 quand même, écrivait dans ce livre référence, semblable aux animaux, l'homme est naturellement imitatif. Donc il a bien capté une forme d'analogie, de comparaison avec les animaux sociaux, et il y a ce mot-clé imitatif qui est essentiel. L'imitation, effectivement, ça structure beaucoup notre comportement dans une foule, même quand on ne s'en rend pas compte. Alors, on va voir tout de suite comment on fait pour étudier ça. Et à nouveau, je vais vous parler d'une espèce animale, les maîtres de l'imitation en quelque sorte. Ce sont les moutons. C'est le modèle animal de référence pour étudier ce comportement imitatif. À nouveau, je vais commencer avec des exemples animaux et puis je vais généraliser je vais passer aux humains après. La problématique que se posent souvent les chercheurs avec cette idée d'imitation dans un contexte collectif, c'est la suivante. On se rend bien compte que si chacun imite ses voisins, à partir du moment où un individu dans le groupe fait quelque chose, il va être imité par ses voisins. Mais du coup, ces voisins, ils vont être eux-mêmes imités par leurs propres voisins et les propres voisins par leurs propres voisins. Et au bout d'un moment, on va avoir l'ensemble du groupe qui va se retrouver à faire ce qu'a fait l'initiateur du mouvement. Donc, en fait, est-ce qu'un seul individu peut entraîner 1000 individus derrière lui juste par une sorte d'effet domino de l'imitation? Eh bien, on peut répondre à cette question avec un troupeau de moutons déjà. L'expérience, elle est vraiment super. Alors, je vais vous la montrer. C'est une expérience très élégante que j'aime beaucoup. Donc, ce sont mes collègues de l'université Paul Sabatier à Toulouse qui ont fait ça. Ils ont pris une brebis dans un troupeau et ils l'ont équipée avec ce drôle de collier qui est un collier qui émet des vibrations. Donc, elle a ce collier vibrant autour du cou. Et en fait, ils prennent cette brebis-là et ils vont la conditionner. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils lui donnent à manger pendant plusieurs semaines, ils font vibrer son collier en même temps. C'est un conditionnement pavlovien classique. Et donc, au bout d'un moment, la brebis a compris, dès qu'elle sent une vibration, elle arrive en courant parce qu'elle sent qu'elle va avoir à manger. Elle a associé la vibration avec la nourriture. Et ça a un intérêt super, très important, c'est qu'on peut maintenant contrôler son mouvement. Parce qu'à partir du moment où on fait vibrer le collier, elle arrive. Et évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre cette brebis dans le troupeau. Et c'est la seule qui a été conditionnée. On fait vibrer son collier, elle va venir pour chercher à manger. Et nous, on va regarder ce que font les autres moutons du troupeau. Est-ce qu'elle va être suivie par ses voisins, qui vont être suivis par leurs voisins? Et est-ce qu'on va réussir à ramener tout le troupeau vers nous en ayant fait juste vibrer le collier d'une brebis? La réponse en image. C'est une vidéo que je vais lancer. Il y a une brebis du côté gauche. Vous allez la voir mieux quand je vais lancer l'animation, la vidéo. Elle a une tache rouge sur le dos. C'est la brebis qui a été conditionnée. Vous allez voir qu'elle va lever la tête d'un seul coup. C'est le moment où on fait vibrer son collier. Je lance la vidéo et là, hop, elle lève la tête. Son collier vient de vibrer. Elle arrive. Elle entraîne ses voisins, qui entraînent leurs voisins, qui entraînent leurs voisins. Et on a réussi à amener tout le troupeau vers nous en provoquant le déplacement d'un seul individu dans le groupe. Donc effectivement, on a cette dimension où le comportement d'une personne ou d'un individu va réussir à conditionner le comportement de l'ensemble. On peut généraliser progressivement en passant à un autre système animal. Ici, vous avez un banc de poissons. Donc, les poissons sont des animaux sociaux qui vivent en banc. Et c'est difficile de conditionner un poisson, donc ce n'est pas la bonne méthode. Par contre, les poissons, ils sont un peu nuls pour se reconnaître parce qu'ils ont un système visuel très peu performant. Donc, en fait, on peut facilement les leurrer avec un robot. Donc là, vous voyez, vous avez quelques poissons, ce sont des épinoches, des petits poissons. Et puis, au milieu d'eux, il y a un faux épinoche, donc un faux poisson, en fait, qui est posé sur une barre. C'est assez grossier, mais les poissons ne s'en rendent même pas compte. Et en fait, ce poisson-là, il est télécommandé. Donc, en fait, on peut donner un petit coup de télécommande et bouger ce poisson-là. Et la question, à nouveau, c'est est-ce qu'en bougeant un poisson dans l'ensemble du banc, on va réussir à entraîner tout le banc dans une certaine direction? À nouveau, la réponse en image, c'est une vidéo. Et ici, il y a ce poisson, on voit, il est un peu plus foncé, c'est notre robot. Et il est entouré d'une dizaine d'autres congénères. Et vous voyez que dès qu'on donne un petit coup de télécommande vers le haut, paf, maintenant, eh bien, on réussit par la même occasion à entraîner les autres individus, même ceux qui n'ont pas vu le poisson qu'on commande, en fait, parce que c'est un effet domino, en fait, par mouvement. On va entraîner un premier qui va entraîner un deuxième, qui va entraîner un troisième. OK. Est-ce qu'on a la même chose chez les humains? Oui, mais pas tout le temps. Il faut un contexte particulier. On parlait du contexte tout à l'heure. Et voici un de contexte particulier. C'est la peur et la panique, donc les contextes anxiogènes. Ici, vous avez une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qu'on a beaucoup vue, qui a été prise le 15 décembre 2015. Donc, le 15 décembre 2015, c'est 2 jours après le 13, pardon, pas décembre, novembre. 2 jours après le 13 novembre 2015 et donc 2 jours après le Bataclan. Je vous la remontre. Vous avez
pardon, vous avez la foule qui est rassemblée sur la place de la République à Paris en hommage aux victimes de l'attentat. Et une personne, à un moment donné, a pris peur, elle a commencé à fuir, elle a entraîné ses voisins qui ont entraîné leurs voisins. Et vous avez quasiment l'ensemble de la foule qui se met à fuir dans la même direction. Ce sont des cas de figure qu'on a retrouvés de plus en plus depuis 2015. Avant, je n'avais jamais vu de mouvement de panique aussi marqué. Et depuis 2015, c'est des choses qu'on voit finalement assez régulièrement. Ça, c'est un exemple qui a été pris à Turin. Mehdi, Ouais, pardon, je me permets juste de te couper sur la vidéo précédente. Rémi. Parce que effectivement, moi, je l'ai vu aussi, cette vidéo qui est très intéressante. Ouais. Le contexte est particulier, mais c'est très intéressant. Et en fait, il y a un élément perturbateur, non, qui enclenche cette notion De panique collective. ouais, de mouvement collectif. Moi, j'ai analysé cet élément perturbateur. Je ne sais pas si tu vas en parler. Vas-y, je t'écoute. En fait, de ce que moi j'ai vu de la vidéo, l'élément perturbateur, c'est un bruit. Un bruit qui n'arrive pas à être identifié comme est-ce que c'est un bruit courant, un bruit classiquement de danger, ou est-ce que c'est quelqu'un qui tire, par exemple. Voilà, la catégorie extrême, c'est de dire, en fait, on reproduit quelqu'un qui tire, et en fait, quelqu'un a dit, j'ai entendu un bruit, j'ai compris que c'est potentiellement un terroriste avec une arme à feu qui tire sur quelque chose. Moi, j'ai analysé ça comme ça, le fait de ne pas arriver à déceler l'origine du bruit et la peur qui en découle. Et la peur qui en découle. Alors, en ce qui me concerne, il y a un gros point d'interrogation sur l'origine, le patient zéro, en quelque sorte, de cette contagion sociale. Tout ce que j'ai comme information, c'est ce que j'ai lu dans les médias. Je suis allé chercher un petit peu sur Internet. Et il y a des témoignages un peu contradictoires. J'ai lu des témoignages de gens qui avaient vu un homme avec un sac à dos. J'ai entendu l'histoire d'un pétard qui aurait été pris pour un coup de feu. Finalement, on ne sait pas vraiment. Et ce qui est très probable, même certain, c'est que de toute façon, tout le monde n'a pas eu cet élément déclencheur. Il y a probablement une petite minorité d'individus qui l'ont eu et les autres se comportent par imitation. Parce qu'ensuite, le mouvement de panique s'est propagé à tout le quartier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est allé assez loin. Ici, vous avez donc un deuxième exemple, c'est retransmission d'un match de foot à Turin. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Pareil, avec un élément perturbateur. Donc, cette fois-ci, c'était un homme avec un sac à dos qui faisait des choses bizarres, qui a été vu par ses voisins, qui ont été vus par leurs voisins, etc. Et donc, ça déclenche un mouvement de fuite par contagion sociale qui est très semblable, très similaire à ce qu'on a vu déjà chez les moutons ou dans les bancs de poissons. Qu'est-ce que ça implique? Mais je me permets juste d'intervenir sur Pascal. les deux cas. Ce qui me semble aussi assez caractéristique de ces situations, c'est que ça intervient quelques jours après un événement marquant dans Oui, bien l'actualité. sûr. Parce que Turin, en fait, c'était effectivement en 2017 et c'était quelques jours après l'attaque, l'attaque à la Manchester Arena. Et du coup, c'est intéressant, je pense, comme élément parce que ça dit quel est finalement le fond d'expérience collectif à ce moment-là et qui préfigure un horizon d'attente. Absolument. C'est-à-dire que le même bruit ne sera pas interprété de la même façon selon ce qu'il y a finalement dans le background de la tête des gens. Et ces événements marquants qui sont tout frais dans l'actualité ont une influence probablement sur les réactions. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est même un de mes sujets d'étude en ce moment. J'essaie d'approfondir sur ça. Mais par exemple, en France, si tu cherches les mouvements de panique les plus marquants que tu vas trouver dans l'actualité, c'est la région parisienne et la région niçoise. Et c'est probablement pas une coïncidence. Donc à Nice, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un récemment à Monaco, je pense que c'était Monaco, ou à Cannes, c'était à Cannes. Et donc en région parisienne, donc c'est des populations qui sont effectivement marquées par une sorte de mémoire collective récente de quelque chose qui était traumatisant. Et ça, c'est essentiel. C'est ça que le fameux contexte dont on parlait. Il y a une expérience, par exemple, en termes d'imitation, parce que l'imitation, ça va dans l'autre sens aussi, qui est vraiment révélatrice. Et puis là, bon, je suis en train de déborder sur le temps, mais c'est pas grave, on discute. Une autre très, très révélatrice, c'est une expérience d'évacuation surprise qui a été faite dans un cinéma en Suède au début des années 2000. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte terroriste. On est même dans un contexte opposé, en fait. C'est-à-dire que les chercheurs un peu sadiques
ont attendu que les gens s'installent dans une salle de cinéma. Donc, vous avez la lumière qui s'éteint, tout le monde est bien installé avec des pop-corn, le film démarre. Et là, il déclenche une évacuation d'urgence. Enfin, mais avec une forme d'incertitude, à savoir que c'était juste une sirène qui n'était pas nécessairement très alarmante. En fait, c'était une forme un son d'évacuation, mais qui n'était pas clairement un bruit de sirène d'alarme. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est qu'à ce moment-là, en fait, tout le monde se regarde et personne ne bouge. C'est-à-dire que les premiers qui sont quand même bien installés, vous voyez le contexte quand même, on est dans un contexte, pas de terrorisme, on est au cinéma, on est bien installé, on a des pop-corn, personne n'a envie de partir. Et ce qui se passe, c'est que chacun regarde ses voisins et les voisins ne bougent pas, ils regardent leurs propres voisins. Et en fait, on a une forme d'imitation aussi, mais qui va cette fois-ci dans l'immobilisme plutôt que dans la fuite, qui est également quelque chose de néfaste, puisque dans ce cas-là, pendant une évacuation, on a envie que les gens partent le plus vite possible. Et là, on a un effet d'entraînement qui va dans le sens opposé, dans le fait de rester immobile. Je vais me permettre juste une remarque après. Excuse-moi de te couper. Ouais, Stéphane. Moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence dans tous ces cas que tu as montrés. Chez les animaux, on a l'impression qu'ils sont tous d'emblée un peu des suiveurs, naturellement. Et puis, dès qu'il y en a un qui prend une initiative, les gens le suivent. Le groupe est dépendant, que ce soit les oiseaux, les poissons, les moutons. Ouais. Ils sont dépendants, puis qui vont prendre l'initiative. Tout d'un coup, il y en a un qui va donner l'impulse à tout le monde. Et puis, chez les humains, j'ai l'impression que c'est complètement différent. Dans une foule comme on a à l'image, n'importe qui va partir à droite ou à gauche, il ne va pas forcément être suivi. Il y a toujours, comme on vient de le dire, un élément déclencheur extérieur qui fait bouger la foule, qui ira dans des endroits complètement différents, contrairement aux animaux. Il y a un contexte. En fait, effectivement, par exemple, dans la vie quotidienne, on n'est pas comme des moutons. Ce n'est pas le premier qui va prendre la première rue à gauche qui va être suivi par tous les piétons qui arrivent derrière. Ce serait complètement absurde. Il y a un contexte très spécifique où ça va s'appliquer, alors que les moutons, eux, ils ont tendance à suivre un peu, quel que soit le contexte. Mais chez nous, il faut un truc un peu plus spécifique. Il faut qu'on soit dans cette situation de danger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a hérité, qu'on a dans nos gènes en quelque sorte. Parce que c'est une forme de réponse collective à un danger qu'on retrouve, par exemple, on peut imaginer un troupeau de gazelles dans la savane. Elles ne vont pas avoir tendance à se suivre dans tous les sens. Par contre, s'il y a un buisson qui bouge, et il y en a une qui va fuir assez vite, et elle va être imitée par ses voisins, les voisines par leurs voisines, et ça va déclencher un mouvement collectif du groupe. Et ça, c'est tout à fait bénéfique en termes de survie collective, parce qu'on va en quelque sorte avoir une vigilance qui va être distribuée entre tous les membres du groupe, et dès qu'il y en a un qui perçoit quelque chose de potentiellement dangereux, ça déclenche un mouvement de fuite dans l'ensemble. Donc c'est vraiment un comportement collectif qui est bénéfique pour l'espèce, pour le groupe, et qu'on retrouve chez presque tous les animaux sociaux. Y compris nous. Et nous, on a vraiment cette spécificité dans le cadre du danger, quoi. C'est-à-dire que si c'est vraiment dans ce contexte de danger que notre comportement d'imitation va entraîner ce genre de comportement collectif. Je vous montre d'autres exemples avec l'imitation et ensuite on va voir une dernière expérience avec ce que ça implique. Voilà une expérience très, j'allais dire amusante, mais en fait très intéressante de comportement de panique dans une colonie de fourmis. Expérience très simple, hein. Vous prenez des fourmis, vous les mettez dans ce dispositif circulaire et vous voyez qu'il y a deux sorties dans ce dispositif, une à gauche et une à droite. Et tout le reste est parfaitement symétrique. Et en fait, on fait tomber une petite goutte de citronnelle au milieu de la boîte. Et en fait, la citronnelle, c'est un répulsif. Hein. Les fourmis, elles n'aiment pas du tout ça. Et donc, elles vont essayer de fuir le plus vite possible. Et si vous faites cette expérience, vous allez vous rendre compte que la très grande majorité des fourmis va s'agglutiner autour d'une des deux sorties, quitte à créer des congestions et à ralentir l'évacuation, alors que l'autre sortie va être quasiment inutilisée. Eh bien ça, c'est le résultat du comportement d'imitation des fourmis. C'est-à-dire que les premières qui perçoivent la citronnelle vont fuir dans une direction, les autres qui n'ont pas encore vu le danger, elles vont juste suivre les premières, qui vont suivre les premières, et vous vous retrouvez comme ça avec ce qu'on appelle une brisure de symétrie, à savoir que tous les individus vont basculer d'un côté en ignorant l'autre côté. Donc en fait, la plupart des fourmis sont en train de s'imiter, elles ne sont pas en train de chercher une sortie de manière rationnelle. Voilà, ça c'est les résultats techniques. On voit que la majorité va dans un côté et délaisse l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose qui est important en termes de gestion de foules humaines. Le fait qu'il ne faut pas partir avec l'hypothèse que les gens vont utiliser les différentes sorties possibles de manière homogène et équilibrée. Je vous le montre avec un petit exemple, une petite expérience. Ça, c'est une expérience qu'on a conduite. Et je finis de parler de cette expérience et après, j'aurai terminé avec cette première partie. Une expérience qu'on a conduite. Donc, on prend une quarantaine de participants. On les met dans ce bâtiment un peu étonnant qui est symétrique.
Et ce bâtiment contient 4 issues possibles, donc qui sont les 4 extrémités. Il y a une des 4 issues qui est effectivement qui mène à la sortie, là où il y a écrit exit, et les 3 autres qui sont bloquées, qui ne servent à rien. Et nous, on va demander à ces gens d'évacuer le plus vite possible. À nouveau, on sait que l'imitation se produit quand on a une forme de danger. On ne peut pas mettre nos participants expérimentaux sous un vrai danger. Donc, en fait, on crée une autre forme de pression qui est la pression financière. Et en fait, dans cette expérience, on dit aux gens que ceux qui n'ont pas réussi à évacuer à temps, eh bien, on va leur prendre de l'argent. Et ça, les participants, ils n'aiment pas du tout, surtout que généralement, c'est des étudiants un peu fauchés. Vous leur dites qu'ils vont perdre de l'argent, ils ne sont vraiment pas contents. Et on fait l'hypothèse, un peu légère, que ce qu'on va observer dans ces conditions, ça va être analogue à ce qu'on pourrait observer pendant une vraie évacuation d'urgence. Bon, l'hypothèse est à discuter, mais on l'a fait et on continue. Et donc, on donne le top départ. Aucun participant ne sait où se trouve la sortie. Et on observe ça. Donc, ce sont des vraies données expérimentales. Vous avez un premier embranchement où il y a une congestion qui se produit. Une personne dit « moi, je vais à droite », au hasard. Les autres se disent ben, « peut-être qu'elle sait où elle va, on va la suivre ». Et en fait, vous voyez que tout le monde se retrouve bloqué à la même issue, alors que s'ils avaient choisi au hasard, on se serait attendu à avoir 25%, un quart de chacun des participants dans chacune des branches. Notez bien que les participants n'ont pas le droit de communiquer, donc ils ne peuvent pas dire « Hey les gars, où est-ce qu'on va ?» Ils doivent juste se déplacer, donc ils sont vraiment dans le contact visuel exclusivement. Et ils ne savent pas si d'autres participants ont des informations supplémentaires. Donc, ils peuvent se douter que peut-être quelqu'un sait où est-ce qu'il faut aller. Et donc, vous avez cet effet d'entraînement qui est exactement le même qu'on a vu avec les fourmis, à savoir qu'on n'a pas 50% à droite, 50% à gauche, on a 100% ou quasiment 100% au même endroit. Ça, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe quand on varie le degré de pression. Donc, on peut leur dire qu'on va leur prendre beaucoup d'argent, un peu d'argent ou pas d'argent du tout. Et effectivement, en situation normale, donc quand il n'y a pas cette pression financière, vous avez les participants qui se répartissent à peu près partout sur les différentes branches, alors que sous pression, vous allez avoir un groupe qui est beaucoup plus dense et qui est beaucoup plus uniforme dans ses choix, avec des niveaux de densité. À droite, là, vous avez les cartes de densité, des niveaux de densité qui sont tout à fait raisonnables dans le premier cas et qui ne sont pas acceptables dans le second cas. C'est ma dernière slide. Est-ce que c'est vraiment stupide comme comportement? Je vous donnais tout à l'heure l'analogie avec les gazelles, qui est très intéressant parce qu'en fait, vous avez une information sur la présence d'un danger qui est immédiatement partagée avec l'ensemble du groupe par imitation successive. Si dans cette situation-là, en fait, le comportement collectif n'est pas si stupide que ça, parce que si cette fois-ci, on informe secrètement quelques participants de la position de la sortie, ils sont représentés en rouge ici, il y en a 4. On leur dit, eux, ils savent où est la sortie. On leur a dit à l'avance quelle branche c'était. Les autres ne savent pas qu'on a fait cette manipulation. Ils pensent qu'ils sont dans la même situation que tout à l'heure. On donne le top départ. Ceux qui savent où se trouve la sortie, ils vont y aller immédiatement. Vous voyez, les rouges prennent la tête. Les autres se disent, OK, on suit, peut-être que ça va nous mener quelque part. Et vous avez l'ensemble du groupe qui se retrouve sain et sauf devant la sortie. Et donc, il y a une forme de bénéfice collectif dans cette idée de partage de l'information, à savoir que dans cette foule qui se suit, on se dit, ils sont bêtes, ils vont tous dans le même sens. En fait, s'il y a une personne qui sait où est la sortie, peut-être un sapeur-pompier ou quelqu'un de l'organisation, eh bien, ça va avoir un effet positif, en l'occurrence, à savoir que tout le monde va aller vers la sortie plutôt que de se diviser à 50-50. Voilà. Et une dernière phrase qui est que ça a l'air positif, effectivement, parce que cette analogie avec les gazelles, on a bien compris qu'ils allaient partager des informations, mais dans un environnement clos et restreint comme un bâtiment, par exemple, le fait que tout le monde aille au même endroit au même moment, ça va avoir un effet secondaire, à savoir que ça va créer des congestions devant la sortie. Et ces congestions, on les étudie non plus avec les sciences. Très bien, merci beaucoup Mehdi. Alors on peut ouvrir un petit moment de réaction, de questions, de commentaires. Qui veut prendre la parole? Oui, Mehdi, j'ai une question. Oui, Eric. Est-ce que les études, là je ne sais pas s'il y a du recul sur les études que tu pratiques, est-ce qu'on peut parler de changement de comportement sur la même étude par rapport aux générations? Je te dis ça parce que, étant pompier à l'aéroport, je regarde régulièrement des évacuations, avions et tout ça, et j'ai l'impression que le comportement des gens il change par rapport au temps. Si on regarde les images en noir et blanc de l'époque où on faisait des évacuations, les gens ils
il se passait par-dessus, c'était celui qui sortait le plus vite, et puis on avait des gens qui bloquaient carrément les… tu as déjà vu, c'est les hublots pour sortir sous les ailes. Il y en a deux qui veulent passer en même temps au lieu d'en laisser passer un après l'autre, et ça finit par bloquer tout l'avion. On est passé à des générations où ça se passait plutôt bien. C'est à peu près 90 secondes le temps d'évacuation d'un avion. Et sur les derniers films qu'on voit lors d'évacuation, si je prends le cas Emirates à Dubaï, sur un feu d'avion, les gens deviennent matérialistes, veulent filmer, et ça change complètement le comportement lors de l'évacuation, si bien qu'on est passé à des évacuations d'époque qui étaient complètement désordonnées parce que les gens, c'était la fuite totale, à des gens plus tard qui étaient corrects, et maintenant à des gens qui pensent plus au matériel. On est devenu quand même matérialiste, et à vouloir, on voit avec le problème aussi le phénomène des réseaux sociaux, et puis de vouloir montrer ce qu'on est en train de faire en direct. Et on est arrivé sur des évacuations réelles qui pouvaient prendre 6 minutes. Et c'est du fait que le comportement change par rapport on devient matérialiste, on devient… Est-ce que ça peut aussi influencer par… Est-ce que tes recherches actuelles vont être complètement différentes dans 20 ans? Ok. En fait, c'est une bonne question parce que c'est la première fois qu'on me la pose. Et donc, j'en ai eu pas mal de questions. Et comme c'est la première fois, elle est bonne. En fait, mon intuition, c'est que déjà, il y a eu une prise de conscience au niveau des chercheurs que l'évacuation, c'est quelque chose de collectif et que, en fait, je vais en parler beaucoup dans la deuxième partie de ma présentation et qu'en fait, ça marchera mieux si tout le monde joue le jeu que si on est individualiste. Ça, c'est des notions qui n'étaient pas scientifiquement démontrées, prouvées il y a 50 ans, par exemple, dans les années 70. Et le fait qu'on ait découvert ça, et ça a engendré une forme de communication. Maintenant, on communique beaucoup sur ça. On entend souvent les pompiers, par exemple, dire sortez sans vous précipiter, par exemple. Parce que si les gens commencent tous à courir, eh ben, on va sortir moins vite que si on sort tranquillement en marchant. Et c'est des choses qu'on entend souvent, qu'on nous répète à longueur de journée. On fait des exercices d'évacuation où on nous dit ça à nouveau. Et donc, je pense que c'est rentré progressivement dans l'esprit collectif. Et ça explique peut-être cette transition entre le chaos qu'il y avait dans les années 70 et quelque chose de plus récent, de plus moderne. Ça me paraît assez OK comme explication. J'étais étonné en revanche de t'entendre parler de renouveau, de désordre en quelque sorte plus récemment parce que les gens veulent filmer ou parce que du coup les évacuations vont se passer moins bien, ils vont être un peu plus individualistes ou matérialistes comme tu dis. Eh bien ça, j'en avais pas vraiment conscience. C'est tout à fait possible. Et parce qu'en fait, comme je dis, une évacuation, c'est un truc collectif. Et s'il y a une personne et une seule qui ralentit le flux et qui est positionnée, par exemple, à l'avant parce qu'elle est en train de faire un film, eh bien, ça va effectivement dégrader l'ensemble des performances collectives. Donc oui, il peut y avoir ce genre de choses. Je ne les ai jamais étudiées et j'en ai pas entendu parler non plus d'un point de vue scientifique. Merci. Alors, j'avais une question, Mehdi. Oui. Est-ce qu'il existe ou est-ce que tu as eu l'idée de réfléchir à la corrélation entre le risque et le mouvement de foule? Alors, j'essaye de m'expliquer. On voit dans une vidéo que tu as montrée sur les moutons, il y a l'intervention de tiers, donc de chiens qui poussent les moutons pour aller dans des directions. Et donc, si on suit le raisonnement de dire, en fait, on déplace un mouton, les autres vont suivre par l'imitation. En fait, on voit que les chiens continuent à pousser, donc à alimenter un tuyau, on va dire, qui a un entonnoir. Finalement, l'entonnoir, on pousse l'entonnoir volontairement avec les chiens. Donc, en gros, on met une pression supplémentaire pour que ça évolue. Mais celui qui est de l'autre côté, en fait, qui est déjà sorti, il ne sait pas que le chien il est encore là. Parce que du coup, il y a une distance qui est trop importante. Donc, du coup, il y a un non-savoir qui est inclus. Et dans le comportement humain, est-ce que cette donnée-là, elle est présente ou est-ce que tu l'as étudiée? Je prends l'exemple, je crois que c'est, on a eu le cas tout à l'heure, Eddie nous disait par exemple, dans un cas où on est dans un centre commercial, d'accord, il y a plein de couloirs différents et
partie de la foule se déplace, on ne sait pas pourquoi, et l'autre partie de la foule va se déplacer sans comprendre si c'est un danger ou pas. Et donc, du coup, il y a une partie de la foule qui a une pression parce qu'elle sait qu'il y a le danger, et une autre partie de la foule qui ne sait pas qu'il y a le danger, mais du coup, elle a une pression qui est différente. Voilà. Est-ce que ça, tu l'as étudié ou pas? Ouais, c'est vrai que ça va perturber d'ailleurs cet effet quand il y a, comme tu dis, une partie qui a vu le danger, qui essaie de fuir et puis qui va se heurter en fait à des gens statiques qui, eux, sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Et en fait, ça va entraver la fuite des premiers. Du coup, le temps que les autres se mettent à fuir par imitation, il y a une forme de ralentissement qui se met en place, qui fait d'ailleurs beaucoup penser, je sais pas, à ce qui peut se passer dans un embouteillage automobile, par exemple, où il y a des gens qui veulent y aller, mais qui ne peuvent pas encore parce que devant eux, il y a des gens qui n'ont pas encore démarré. Ça, c'est tout à fait vrai. Et d'une manière plus générale, ça répond à ta question, je pense, mais assez globalement, il y a des compromis entre les différents risques, en fait. Donc, effectivement, il y a le fait de vouloir fuir un danger. Donc ça, il y a un risque, un danger potentiel d'ailleurs, parce que dans la plupart des exemples que j'ai montrés, le danger était inexistant, mais on ne sait pas, de toute façon, il y a de l'incertitude, donc il faut fuir. Il vaut mieux fuir quand on n'est pas sûr que de rester sur place. Donc il y a cet effet-là, fuir le potentiel terroriste, par exemple. Et il y a un autre danger qui est celui de la congestion et de la bousculade. Et en fait, qui lui est un danger beaucoup plus sournois en quelque sorte, parce qu'il est plus probable que le terroriste. Hein, c'est plus probable qu'on ait un mouvement de foule, une bousculade, qu'un terroriste qui tire sur les gens. Par contre, son effet est un peu moindre, dans le sens où, a priori, il ne va pas y avoir autant de victimes que si c'était vraiment un terroriste. Donc, ce sont des dangers qui sont difficilement comparables, surtout d'un point de vue de notre cerveau humain. Tu vois, on a un danger qui a l'air très important, mais en fait qui est improbable, le terroriste, et puis un autre qu'on ne voit même pas, qui est celui de la bousculade. Et en fait, si tu fuis le terroriste, tu engendres des bousculades, mais si tu essaies d'éviter les bousculades, tu t'exposes aux terroristes. Donc, il y a tous ces compromis-là qui entrent en jeu, qui font que c'est une situation qui est un peu difficile à gérer. Ouais. Ouais, moi, j'avais juste une question, Mehdi, pour savoir si on reviendra sur ton exemple du cinéma en Suède, parce que moi, je le trouve assez intéressant. C'est-à-dire que comment on peut se retrouver entre un principe de plaisir, c'est-à-dire qu'une foule qui est là pour assister à un concert dans une boîte, par exemple, en buvant un coup avec des amis. Il y a des exemples d'incendies dans des boîtes en Angleterre, par exemple. Eh bien, on se rend compte qu'ils mettent un certain temps avant de réagir parce qu'ils ne sont pas venus pour assister à un incendie et une catastrophe. Mais ils sont venus pour partager un moment de plaisir. Et donc, on se rend compte que leur temps de réaction augmente. Donc, moi, est-ce qu'on abordera la problématique entre le principe de plaisir et la réaction face au risque et au danger? Je n'ai pas prévu de l'aborder. On a discuté rapidement tout à l'heure donc avec Pascal à ce sujet pendant mon talk. Mais effectivement, c'est un truc qui est immuable. Moi-même, je me suis étonné certaines fois avec du recul en me disant, tiens, mais en fait, quand il y a eu la sirène d'alarme, là, j'ai quand même terminé d'écrire mon mail avant d'y aller, quoi. Et avec du recul, j'y repense et je me dis, ah, j'ai pas assuré, je ne devais pas faire ça. Mais le truc, c'est que quand on n'est vraiment pas dans un contexte de danger, on n'est pas 2 jours après un attentat terroriste. Moi, je suis dans mon bureau, j'entends la sirène d'alarme. Je me dis, c'est soit une erreur, quelqu'un qui a appuyé sur le bouton, soit un exercice. J'ai un mail à terminer, je termine et j'y vais, quoi. Et même moi, qui suis quand même spécialisé dans le truc, je suis tombé dans le piège en quelque sorte. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est dur à gérer. Et le contexte va vraiment influencer beaucoup les choses. Ok, merci. Peut-être quelques éléments de réponse par rapport à la question de Patrick qui est vraiment importante. Je parlais tout à l'heure de champ d'expérience et d'horizon d'attente. À mon avis, c'est assez fondamental. Pour résumer, alors c'est une proposition hein, de perspective. Je dirais que à partir du moment où un fait se produit inhabituel, hein, qui sort de la routine, donc cet exemple-là, il est très bon. On est au cinéma pour regarder un film et quelque chose se produit. Alors ça peut être une sirène d'alarme, ça peut être quelqu'un qui crie, ça peut être tous les exemples que tu as donnés. Ce moment-là constitue un événement, une rupture par rapport à l'ordinaire. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est mal garé là, et puis il y a une voiture qui klaxonne. Donc, une rupture par rapport au cours ordinaire des choses.
On est là pour assister à un film au cinéma et quelque chose se passe. Et ce quelque chose-là, mentalement, va ouvrir un espace d'enquête, une logique d'interprétation qui part d'une question toute simple. C'est de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et la réponse à cette question toute simple, elle va dépendre du stock d'informations à disposition à ce moment-là des individus. Et si dans ce stock d'informations, il y a un événement marquant qui s'est passé quelques jours avant, on va avoir une influence de ce fait parce qu'il est très important dans ce stock d'informations à disposition. Ce qui explique, je sors de cette logique attentat, etc., pourquoi les gens ne réagissent pas tout de suite quand il y a une sirène? C'est qu'on est toujours dans ce processus d'enquête. On essaye de répondre à cette question, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Raison pour laquelle, on a posé la question de la communication tout à l'heure, raison pour laquelle il y a besoin d'une revalidation. Le fait que quelqu'un se lève, dise « il faut sortir » et commence à s'en aller, c'est un message supplémentaire dans ma boîte mentale d'informations à disposition. Et donc, ça va probablement avoir une influence sur la réponse que je vais donner à cette question, mais je suis en train de vivre quoi? Et c'est pour ça que quand vous avez, par exemple, une évacuation, que vous avez un staff de sécurité qui dit aux gens « mais il faut sortir maintenant, il faut y aller », les gens ils vont venir en disant « mais il se passe quoi? J'ai besoin de revalider ça. » Ou est-ce que vous êtes sûr qu'il faut y aller? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne direction? On se dit « mais c'est stupide, on est en train de perdre du temps. » Mais non, dans vraiment ce processus d'adaptation, de mise en adéquation du comportement par rapport à la situation, il y a besoin de revalider pour donner du sens à ça et ajuster finalement le comportement à ce que je comprends de la situation que je suis en train de vivre. Et ça, une fois qu'on l'a compris, eh ben, ça change complètement la perspective en termes de gestion. On va y venir cet après-midi, mais si on part de l'idée que les gens réagissent aux messages qui leur sont donnés, ça ne veut pas dire qu'il y a un automatisme. Hein. Justement, le signal d'alarme, c'est un bon exemple. Il ne suffit pas qu'il y ait un signal d'alarme pour que automatiquement les gens sortent. Par contre, ça va ouvrir un questionnement sur lequel il faut jouer en continuant à donner de l'information, en revalidant le message qu'on est en train d'adresser pour qu'on gagne en adhésion par rapport à la consigne qu'on donne. Stéphane, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si ton micro est ouvert. Je dis, excusez-moi. Voilà. Du coup, c'est ce qui influence notre comportement différent des animaux quand même. Parce qu'on va avoir besoin d'une revalidation, d'une confirmation, alors que les animaux, il suffit qu'ils sont tous suiveurs. Il y a un leader qui dit on va là, puis ils n'y réfléchissent pas forcément. Nous, on va avoir besoin de réflexion, de comprendre pourquoi, de questionner. Non, que ce soit pour nous ou pour les animaux, les choses sont moins blanches-noires. Nous, il y a certains cas où on va pas se questionner, pas vraiment essayer de comprendre pourquoi. Hein. Même, je veux dire, une évacuation, un mouvement de panique comme celui de la place de la République, par exemple, la plupart du temps, les gens n'essayent pas vraiment de se demander pourquoi. Là, on est dans un contexte où d'abord on court et après on verra. Qui est presque une réponse presque un peu émotionnelle. Oui, Pascal? Ce qui est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je parlais de vraiment… je décompacte finalement le processus. Hein, je dis, il y a une enquête qui s'ouvre, les gens se posent des questions, etc. Ce phénomène-là, il est complètement ramassé. Ça se fait d'une façon quasiment automatique. C'est pour ça que c'est difficile de distinguer le rationnel et l'instinctif. C'est que, en fait, ce processus-là, on le fait tous les jours. Quel que soit l'événement qui se produit devant nous, qui introduit une rupture par rapport à un ordre des choses, on va faire automatiquement ce travail d'analyse, sans forcément à chaque fois se poser la question, se dire « Attends, je prends un pas de recul, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ?» C'est complètement routinisé dans nos schémas mentaux. Et c'est en ça que l'analogie avec l'animal, il est très intéressant, mais on a quand même une plus-value en tant qu'être humain, c'est que ce processus-là, on en a fait l'apprentissage et il est devenu complètement naturalisé. Hein. Mais on voit ce phénomène se décompacter quand on a des événements forts et puissants qui font une vraie rupture. Et c'est là où peut-être ce phénomène-là est plus spécifique aux humains. Et du coup, on a un facteur d'influence parce que donner des messages visuels ou des instructions à des fourmis, ça ne marchera pas. Par contre, sur des humains, on a une chance qu'on arrive à quand même influencer les comportements. Je vous propose c'est passionnant, hein, évidemment, je vous propose de faire juste une petite pause, histoire de respirer un petit peu tous. Dans la suite, j'avais prévu de refaire une session en groupe pour parler des risques, mais on a déjà beaucoup abordé ça. Peut-être ce que je vous propose, c'est durant la pause, là, avec votre café, de réfléchir un petit peu à cette question, c'est quels sont les éléments
qui induisent du risque dans des rassemblements de foule. Et on pourra peut-être faire un petit tour de table comme ça en disant, voilà, une compilation de ces éléments, hein, vraiment quels sont les risques liés au rassemblement de foule. On en a identifié un certain nombre, hein, du côté de la densité, du côté des phénomènes de panique, etc. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un inventaire et puis de voir, je rejoins aussi ce que disait Mehdi tout à l'heure, ce n'est pas un seul facteur en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a toujours une conjonction de plusieurs éléments dans les situations et ça on le voit en l'occurrence dans les catastrophes. Quand vraiment ça se passe mal, là on arrive à voir qu'il y avait tel élément plus tel élément plus tel élément et qui explique qu'on a eu une catastrophe à ce moment-là. C'est toujours situé. Et heureusement, parce que sinon, on aurait des catastrophes beaucoup plus fréquemment, quoi. Voilà, alors je vous propose donc 10 minutes de pause. On reprend à 11h35, si ça vous va. Je partage ça tout de suite. Est-ce que vous voyez les slides ? Vous voyez mes slides ou pas? Ouais, c'est bon? Oui. Ok, c'est bon. Très bien. Donc c'est sa deuxième partie. On était en train de finir sur une expérience où je vous avais montré, en grosso modo, j'étais en train de vous dire qu'il ne fallait pas avoir un regard négatif sur ces comportements d'imitation. C'est souvent ce que le grand public me dit. Ah, les gens sont un peu bêtes dans la foule parce qu'ils se suivent comme des moutons là. Mais en fait, il y a quand même un intérêt collectif à se suivre, à savoir cette idée de transmission de l'information, de partage de l'information, c'est très utile. En revanche, il y a une contrepartie qu'on a un petit peu abordée, c'est que quand tout le monde se met à se suivre, les gens vont en fait arriver aux mêmes endroits au même moment, et donc on va avoir un effet secondaire, à savoir un risque de congestion, et les congestions, ça peut être quelque chose de très dangereux. Et de manière très intéressante, les éthologues, les gens qui sont de sciences comportementales, ils bloquent un petit peu sur ce problème. Ils n'arrivent plus du tout à expliquer les dynamiques qu'on a pendant les congestions, donc à très forte densité. Ils n'arrivent plus du tout à expliquer ça avec des sciences comportementales. Donc on arrive à un stade où ça ne marche plus, où les modèles ne correspondent plus. Et la raison qui est derrière ça, c'est qu'en fait, quand il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde, là on parlait tout à l'heure des cas, des exemples personnels qu'on a vécu à forte densité, où les pieds ne touchent plus le sol, où on touche tous nos voisins. Mais en fait, finalement, ce qui se passe dans mon cerveau, ma prise de décision, elle va avoir quasiment aucun effet sur mon comportement et sur le comportement des autres, parce que de toute façon, je suis contraint. Si je décide d'aller à droite ou d'aller à gauche, ça ne va rien changer, parce que je ne peux aller ni à droite ni à gauche. Et donc, en fait, je me retrouve comme étant une sorte d'objet dans une masse d'objets similaires, et personne ne peut vraiment prendre de décision. Et ça nous rappelle un petit peu les analogies dont on a parlé au tout début, dans la réaction du début, avec les grains de sable, parce que les grains de sable, ils ne prennent pas de décision et ils sont contraints par le mouvement des autres grains de sable qui sont à côté. Et tout ça, c'est un petit peu de la physique. Et petit à petit, on va arriver dans un autre domaine qui correspond un petit peu au parcours que j'ai eu moi à nouveau, parce que quand j'ai obtenu mon doctorat dans ce laboratoire d'éthologie au département de biologie à Toulouse, j'ai fait un mouvement assez étonnant, c'est que j'ai quitté la biologie complètement et je suis allé à Zurich, donc à l'ETH, à l'école polytechnique de Zurich, où j'ai rejoint un département de physique. Et donc cette fois-ci, j'étais avec des physiciens exclusivement. Et ces physiciens, eux aussi, ils étudiaient le comportement de la foule, mais avec des perspectives, des méthodes qui sont complètement différentes de ce que j'avais vu jusqu'à présent avec les biologistes et les sciences comportementales. Et j'ai vraiment découvert ce nouveau monde dont je vais vous parler tout de suite. Les gens avec qui j'étais, ils étudiaient des choses très bizarres. Ils étudiaient la dynamique des grains de riz, par exemple, ou la dynamique des tas de sable, où ils versaient comme ça des lentilles dans un pot, et puis ils regardaient à quelle vitesse circulent les lentilles à travers un entonnoir, par exemple. Tout ça, c'est un nom technique, on appelle ça la physique de la matière granulaire. C'est une physique qui est assez difficile, qui relève d'équations un petit peu compliquées. Et le lien entre les grains de riz ou les grains de sable et les piétons dans la foule, il n'est pas évident au premier abord. Moi, j'étais très surpris. À nouveau, dans ce laboratoire, j'étais le seul à étudier les vrais humains. Donc, à chaque fois, je suis le seul à faire un truc avec des gens qui font des choses à côté. Où, de premier abord, je me dis, j'ai rien à faire ici. Et ça prend un petit peu de temps avant de comprendre qu'en fait, ces gens qui étudient des choses a priori complètement différentes, en fait, ils ont énormément
de volume d'informations à m'apporter, de choses inspirantes. Encore plus étonnant, je risque de vous étonner encore plus, les physiciens à l'heure actuelle constituent la communauté de chercheurs la plus active sur les recherches sur le comportement des foules. D'accord ? Donc, ce ne sont pas les éthologues, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les psychologues. La communauté la plus importante à l'heure actuelle en sciences qui étudie le comportement des foules, ce sont les physiciens. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de secondaire, ce n'est pas anecdotique. Ils sont vraiment au premier plan et ce sont eux qui apportent la grosse majorité des connaissances scientifiques qu'on a actuellement. Alors, d'où ça vient, ça, que les physiciens, comme ça, ils sont au premier plan pour étudier la foule? On va faire un petit peu d'histoire. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu pourquoi ce sont les physiciens qui ont pris ce sujet en main plus que les autres. Les recherches, disons, quantitatives sur les mouvements de foule, c'est quelque chose qui a commencé vers le milieu des années 50. D'accord ? Quand les centres-villes ont commencé à être un petit peu congestionnés, on s'est dit que tiens, ça pourrait être bien de comprendre un peu mieux comment se déplacent les gens. Comme ça, on peut adapter un peu la ville en fonction du comportement des gens. Et au tout début, ce n'était pas vraiment une science, c'était plus un truc très empirique. Hein. C'était surtout des urbanistes ou des ingénieurs qui faisaient des petites observations très, très empiriques, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayaient juste sans vraiment qu'il y ait une démarche scientifique derrière, ils essayaient juste d'avoir des notions à court terme de comment se déplacent les gens. Et très rapidement, il y a une première loi, une vraie loi qui s'est dégagée, qui était que la foule, vous allez voir, c'est très intuitif, la foule se déplace d'autant plus lentement qu'elle est dense. D'accord ? Donc ça, c'est un truc qui est arrivé dans les années 50, très rapidement, quand on a commencé à s'intéresser. On s'est dit, ah tiens, ok, plus il y a de monde, moins ça va vite. Et ces urbanistes, ils ont fait des courbes, ils ont essayé de voir quel était le lien entre la densité et la vitesse de déplacement. Et ils ont fait cette comparaison entre ces deux notions, vitesse et densité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très connu, qu'on appelle le diagramme fondamental en sciences, qui à nouveau dépend des populations, mais grosso modo, ça ressemble à peu près à ça. Donc, vous avez la densité en nombre de personnes par mètre carré ici sur un axe, et puis vous avez la vitesse moyenne de déplacement des individus sur l'autre axe. Et puis, on sait que ça décroît, pas immédiatement, donc à très faible densité, on a un niveau à peu près stable de vitesse de déplacement autour de 1,3 mètres par seconde. Il y a une transition assez abrupte autour de 2 personnes et ensuite on a atteint un stade où il y a une forme de congestion où ça avance tout doucement. Donc ça, c'est le diagramme fondamental. Et du coup, les ingénieurs de l'époque commencent à faire de plus en plus de liens comme ça entre ces notions de vitesse, de flux, de densité. Et tout ça, ça fait quand même beaucoup penser à l'écoulement d'un liquide. Et donc, c'est sans surprise qu'au début des années 70 est apparu le premier modèle conceptuel, vraiment, qui décrit comment se comporte une foule. C'est la première fois qu'on modélise ça. Et il est proposé par un physicien qui s'appelle Leroy Anderson. Et Leroy Anderson, vous voyez le titre, c'est The Statistics of Crowd Fluids. Et Leroy Anderson, il dit, OK, on va dire qu'une foule dans une rue, c'est comme un liquide dans un tuyau. Et on va continuer à partir de cette analogie, on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme découverte sur le comportement de la foule. Et de manière très étonnante, ça marche très bien. Ça marche très bien sous certaines conditions, toujours. Hein, les choses marchent, mais sous certaines conditions. La condition, c'est qu'il y ait suffisamment de monde. Donc, quand il y a beaucoup de monde et qu'on a un mouvement unidirectionnel comme ça, on peut se permettre d'ignorer la nature humaine de la foule et de commencer à utiliser des équations de la mécanique des fluides pour décrire à quelle vitesse ils vont se déplacer, par exemple. Très récemment, il y a eu une validation de ce cadre théorique qui a été faite par mes collègues lyonnais Nicolas Bain et Denis Barthelot. Ils ont trouvé un endroit pour filmer des foules très denses unidirectionnelles. C'est le départ du marathon de Chicago. Vous avez tous les participants comme ça, il y en a des milliers qui sont les uns derrière les autres, et puis il y a une sorte d'entonnoir au niveau du départ. Et ils ont analysé les mouvements de la foule à ce moment-là, et ils ont réussi à décrire tout de manière relativement précise, avec uniquement les outils de la mécanique des fluides. Voilà. Et donc, il montre bien qu'il y a cette analogie qui tient la route, mais à nouveau, elle ne tient la route que lorsqu'il y a beaucoup de monde. À partir du moment où il y a moins de monde, où on n'est plus dans un cadre unidirectionnel, en fait, les modèles ne marchent plus trop. Par exemple, si vous envoyez deux liquides en sens opposé dans un tuyau, vous n'allez pas avoir les deux liquides qui vont se séparer pour former une sorte d'autoroute. Ça ne va pas marcher du tout, ça. Au contraire, les deux liquides vont se mélanger, ça va faire une sorte de tourbillon. Donc, on n'a pas les mêmes propriétés que tout à l'heure. Par contre, unidirectionnel, forte densité, l'analogie avec les liquides, elle marche bien. Mais c'est quand même assez restreint comme contexte. Du coup, il y a une deuxième transition, un autre moment important qui est apparu à la fin des années 90. Il y a un chercheur, un physicien à nouveau qui s'appelle Dirk Elbing, avec qui j'ai travaillé à Zurich,
qui lui va élaborer un autre mouvement. Il va dire, OK, on va arrêter avec les liquides, on va faire quelque chose d'un peu plus précis, on va zoomer un petit peu. Plutôt que de dire qu'une foule est un liquide, on va plutôt dire qu'un piéton est une particule. Donc cette fois-ci, on est plus l'analogie avec les gaz, avec la mécanique granulaire. Et donc, il va développer un modèle comme ça où on remplace une personne par un point et puis on lui applique des forces. De la même façon qu'on pourrait le faire avec une particule dans un gaz, on lui applique des forces d'attraction, des forces de répulsion. Donc, typiquement, il y a une attraction vers la destination, qui peut être la porte d'évacuation, par exemple. Il y a une force de répulsion par rapport aux autres piétons. Et c'est vraiment de la mécanique newtonienne, mais appliquée à des particules qui sont des gens. Mais dans le fond, on s'en fiche un peu que ce soit des gens. C'est juste qu'on applique ça à des particules et puis on met ces particules dans un contexte où ça ressemble à une situation d'évacuation, par exemple. Et à nouveau, cette analogie marche très bien, beaucoup mieux que l'analogie avec les liquides. Aujourd'hui, par exemple, les logiciels de simulation de foule qui sont vendus dans le commerce utilisent le modèle de Dirk-Elbing, en tout cas des variantes, et utilisent très certainement la même analogie avec les particules. Et c'est le modèle qui est très certainement le plus utilisé dans la littérature scientifique, où on va ignorer en quelque sorte la nature humaine des gens dans une foule, et on va tout simplement considérer que ce sont des particules entourées d'autres particules soumises à des forces. Et à partir de ça, on peut commencer à faire des simulations assez intéressantes. Alors, je vais vous montrer quelques exemples où cette approche est avérée très utile, y compris dans des cas concrets. On parlait d'évacuation tout à l'heure. Il y a un phénomène, par exemple, qui a été découvert au début des années 2000, qui est le suivant. Si vous mesurez le temps d'évacuation d'un groupe à travers une porte, en situation normale, en haut, quand les gens ne se pressent pas, et en situation d'urgence, en bas, quand les gens essayent de sortir le plus vite possible, vous allez vous rendre compte, comme sur cette vidéo, que l'évacuation est plus efficace dans le premier cas. D'accord ? Je vous remets les petites vidéos, peut-être ça allait un peu vite. Donc, en haut, vous avez cette expérience situation normale où on dit aux gens, la vidéo est en accéléré, on a l'impression qu'ils bougent vite, mais en fait, on leur dit sortez tranquillement. Et en bas, on leur dit de sortir le plus vite possible. Vous voyez les bousculades qu'il y a. Et si on fait cette expérience, on la répète plusieurs fois, systématiquement, vous allez avoir le premier groupe qui finit d'évacuer quand le second n'a pas encore terminé. Ça signifie que si les gens se dépêchent, ils sortent moins vite. Ce qui est plutôt contre-intuitif comme résultat. On a tendance à dire, pour sortir vite, on court et pour sortir doucement, on marche. C'est un effet qui porte un nom en science, ça s'appelle l'effet faster is slower en anglais, donc plus vite, c'est plus lent. Et les physiciens, eux, ils ne trouvent pas ça bizarre du tout. Ils ne trouvent pas ça du tout contre-intuitif. D'ailleurs, c'est un effet qu'on retrouve à peu près partout. Essayez par exemple de verser un paquet de riz à travers un entonnoir et vous allez découvrir exactement le même phénomène. Vous allez voir que si vous versez trop vite, il va y avoir des frottements entre les grains de riz qui vont provoquer des bouchons au niveau du rétrécissement, alors que si vous versez doucement, eh bien, le flux va être fluide et sans congestion et vous allez pouvoir en faire circuler beaucoup plus de grains de riz si vous versez doucement que si vous versez vite. Donc ça, ce n'est pas un phénomène qui a étonné les physiciens, c'est un phénomène qui étonne un petit peu le bon sens, le sens commun, mais ce n'est pas du tout un phénomène qui étonne les physiciens. Si les individus vont trop vite, l'évacuation est plus lente. Là, vous avez un schéma qui représente les choses de manière simplifiée, à savoir que vous avez une vitesse de déplacement sur l'axe des abscisses des individus, et puis vous avez une efficacité de l'évacuation, donc on mesurait en vitesse totale pour faire sortir tout le monde, et vous avez une courbe qui n'est pas continue, qui monte et qui descend. Donc si les individus vont trop doucement, évidemment, ça va prendre plus de temps. S'ils accélèrent un peu, ils vont commencer à sortir plus vite. Mais s'ils accélèrent trop, eh bien, le temps d'évacuation va recommencer à diminuer. Et s'ils courent et qu'ils se bousculent, eh bien, ça va complètement bloquer. Et il y a effectivement une vitesse ici optimale au milieu qui permet aux gens d'évacuer le plus vite possible. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux grains de riz, les gens peuvent choisir à quelle vitesse ils veulent sortir. Les grains de riz, ils descendent en fonction de la gravité, mais les gens, de la force de gravité, mais les gens, ils peuvent choisir de sortir en marchant, ils peuvent choisir de sortir en courant. Donc, il y a une forme d'influence. On peut essayer de les convaincre de sortir à la bonne vitesse. Et finalement, la solution à ce problème, elle paraît extrêmement simple. Il suffit juste que tout le monde sorte à la bonne vitesse. Donc, on leur dit, sortez calmement, sans vous précipiter, mais allez sur un bon rythme quand même. Et si tout le monde adopte cette règle, eh bien, l'évacuation va bien se passer. Donc, ça paraît très simple. Il suffirait de communiquer la bonne vitesse de marche à la foule, et comme ça, on va avoir l'efficacité la plus efficace possible. Pardon, l'évacuation la plus efficace possible. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de plus complexe dans cette situation, qu'on appelle un dilemme social.
Imaginez la situation suivante. Vous avez une foule extrêmement disciplinée, où tout le monde sort à la bonne vitesse, c'est-à-dire en marchant à un bon rythme. Tout le monde sort à la bonne vitesse. Si vous êtes dans cette foule et qu'il y a effectivement un danger, votre intérêt à vous, personnel, c'est d'accélérer un petit peu. Comme ça, vous allez passer devant les autres et vous serez moins exposé au danger que les autres, n'est-ce pas? Mais si vous accélérez un petit peu, par exemple en courant, eh bien, vous allez doubler les gens qui ne vont pas être contents parce qu'ils vont se retrouver à l'arrière à votre place. Et eux aussi, ils vont accélérer un petit peu. Et puis, ils vont doubler les gens qui vont accélérer un petit peu à leur tour. Et progressivement, tout le monde accélère parce que tout le monde se dit, ben, moi, je n'ai pas envie d'être en position de dernier. Et tout le monde se retrouve à courir et en fait, plus personne ne sort. Et en fait, ça porte un nom, cette situation. Donc, c'est un dilemme social qu'on retrouve dans plusieurs situations de foule. C'est une situation dans laquelle l'intérêt du groupe n'est pas compatible avec l'intérêt de l'individu. Notez bien ici, l'intérêt du groupe, c'est tout le monde sort en marchant. L'intérêt de l'individu, eh bien, c'est de sortir le plus vite possible pour lui. Et donc, si tout le monde regarde son intérêt individuel, tout le monde accélère et du coup, le groupe accélère aussi et du coup, plus personne ne sort. Donc, on a vraiment cette contradiction entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel et qui fait qu'en fait, dans cette situation, on ne peut pas techniquement se retrouver à la vitesse optimale parce que si tout le monde est à la vitesse optimale, il y a nécessairement quelqu'un qui va dire il suffit juste que j'accélère un peu pour passer devant. Ce phénomène d'engorgement, il n'est pas propre à l'homme, donc je vous le disais tout à l'heure. Hein. On sait longtemps, par exemple, que pour faire sortir un ensemble d'éléments par un entonnoir, on risque d'avoir des congestions. Ça, par exemple, c'est le problème que voient les agriculteurs, par exemple, dans les silos à grains. Donc, vous savez, il y a les grands silos à grains et puis avec une sorte de petite pointe en bas et puis on peut ouvrir pour faire sortir des grains. Donc, on a effectivement un rétrécissement et il s'est rempli de grains. Donc, on est bien dans la matière granulaire et on sait bien que dans ce cas-là, souvent, il va y avoir des petites congestions, des petits blocages au niveau du rétrécissement du silo à grains et ça, c'est très embêtant. En fait, les physiciens, ils connaissent déjà la solution parce qu'ils l'ont appliquée à des systèmes inertes. Ils savent bien que si on veut éviter ce genre d'engorgement, on peut placer une sorte d'obstacle, un espace assez restreint devant le rétrécissement. Je vous remonte cette vidéo. Vous avez ici une simulation. Donc, vous avez les grains qui tombent et qui se bloquent à gauche. Et puis à droite, vous avez les grains qui tombent avec ce sorte d'obstacle un peu étrange qui permet en fait de minimiser les frottements entre les grains et qui va faire que ce blocage-là ne va pas se produire dans le cas de droite. C'est une technique qui est relativement connue. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu ce genre d'objet. C'est un entonnoir et cet entonnoir-là, il est équipé avec une petite excroissance comme ça. J'en ai un chez moi, par exemple, pour remplir le lave-vaisselle avec des petites graines de sel. Et en fait, cette petite excroissance, elle sert à éviter les congestions quand on verse dans l'entonnoir. Donc, il suffit de verser ici. Et en fait, les petits grains qu'on va verser, ils vont se diviser en deux à droite et à gauche de ce petit obstacle. Et au moment où ils vont passer dans l'entonnoir, il n'y aura pas de frottement, il n'y aura pas de congestion. Et donc, ça va s'écouler naturellement. Et du coup, les physiciens se sont dit, est-ce que ça ne pourrait pas être une solution qu'on pourrait aussi appliquer aux foules humaines, puisque les deux systèmes se ressemblent tellement, en fait. Ils ont tenté immédiatement l'expérience. Ils ont fait une évacuation, vous voyez, en haut et en bas, et puis ils ont essayé de placer un obstacle comme ça, quelques mètres devant la sortie. Ça, c'est une reconstitution qui a été faite pour un documentaire à la télé, mais il y a la vérité scientifique qui est derrière aussi. Et effectivement, on se rend compte qu'en plaçant cet obstacle quelques mètres devant la sortie, eh bien, les gens vont sortir plus vite, précisément pour la même raison que les grains vont couler plus vite, parce qu'en divisant le flux, on va minimiser les frottements entre les individus ou entre les grains au moment où les deux flux vont se reformer devant la sortie de secours. C'est des recherches qui sont encore en cours. Notez bien quand même une forme d'incertitude quand même autour de cette découverte parce qu'il y a des répliques de cette expérience qui sont faites et ça ne marche pas à chaque fois. Ça signifie que certains cas, ça marche bien et puis dans d'autres cas, ça ne marche pas. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, c'est probablement en rapport avec la position de l'obstacle ou avec sa taille ou quelque chose d'autre. Et en ce moment, les recherches essaient de comprendre les conditions dans lesquelles cette technique d'évacuation, enfin cette technique d'optimisation d'évacuation va mieux marcher ou moins bien marcher. Notez que puisque c'est une forme d'universalité derrière ça, puisque ça vient d'une analogie avec des matières inertes, on peut l'appliquer à d'autres systèmes. Et il y a par exemple des expériences qui sont conduites sur le troupeau de moutons. Vous pouvez faire rentrer un troupeau de moutons dans une bergerie, par exemple à l'heure du repas. Vous pouvez les faire rentrer plus vite en plaçant un obstacle quelques mètres devant la porte de la bergerie pour les mêmes raisons qu'on vous a expliquées avec les grains de riz ou avec les piétons.
avec les piétons. Donc voilà, ça c'est un exemple d'une forme d'application directe à l'étude des foules qui nous vient de la physique en fait, où on a vraiment essayé d'abord de conceptualiser tout ça avec des notions qui sont abstraites, conceptuelles, de trouver une solution et ensuite de transférer cette solution à la vraie vie. Alors, je vous parle beaucoup de densité. Je vous dis que ces techniques scientifiques, cette analogie avec la physique, elle s'applique, mais uniquement quand il commence à y avoir beaucoup de monde. La densité, c'est vraiment un élément clé quand on étudie les foules. Il faut toujours avoir ça en tête. Parce que les méthodes qu'on va utiliser, le comportement des gens, leur liberté de mouvement, tout ça, ça va être une fonction du niveau de densité qu'on est en train d'expérimenter. Ici, je vous ai mis un petit diagramme illustratif de ce que représentent différents niveaux de densité. Vous le savez probablement déjà, la plupart du temps dans notre vie quotidienne, on est en dessous d'une personne par mètre carré. Dans les transports en commun, vous savez, quand on commence à se sentir un petit peu mal à l'aise, etc., on est en général… Pardon. Dans les transports en commun, on est en général autour de… Voilà. Allez, c'est parti. Dans les transports en commun, on est en général autour de 3-4 personnes par mètre carré. On peut avoir des pics à 5 personnes par mètre carré pendant les grands rassemblements. Ce sont des niveaux de densité qui sont acceptables. Même 5 personnes par mètre carré, c'est désagréable, mais c'est le niveau de densité acceptable. En revanche, il n'y a pas de limite maximum. On peut imaginer 6 personnes par mètre carré, 7, 8, 9. Et effectivement, le niveau de densité le plus important que j'ai jamais vu dans une étude scientifique avec une mesure propre, c'était de 9 personnes par mètre carré. Donc 9 personnes par mètre carré, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Vous voyez un mètre carré autour de vous et vous imaginez 9 personnes qui sont compactées là-dedans. Et en plus, ce n'est pas juste une fois sur un mètre carré. Vous imaginez que ce niveau de densité, il s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Là, c'est des niveaux extrêmes que le corps humain ne peut même plus supporter parce qu'on est typiquement dans une compression qui est telle que, par exemple, on n'arrive même plus à respirer. Et ça engendre des drames qui créent des victimes, plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines, parfois même le drame le plus important, plusieurs milliers de victimes. Ici, je vous montre une photographie pas très agréable du mouvement de foule qui a eu lieu à la Love Parade en 2010 à Duisburg. C'est en Allemagne qui a fait 21 victimes. Sans trop rentrer dans les détails, je vais plutôt vous montrer une vidéo de cet événement. Voilà, donc ça c'est une vidéo amateur qui a été prise pendant la Love Parade. C'est un événement où le contrôle du nombre de personnes qui venaient se rendre sur place a été raté en quelque sorte. Les organisateurs ont été surpris par le nombre d'individus qui se sont rendus sur le lieu. Il y a eu une séquence d'improvisation où les organisateurs ont essayé de rediriger la foule dans un endroit, puis dans un autre. Et au bout d'un moment, il y a eu une erreur dans cette improvisation où ils ont redirigé le flux dans un endroit qui ne pouvait pas supporter avoir autant de monde. On pourra rentrer dans les détails plus tard. Et au bout d'un moment, on a cette congestion qui s'est produite et les gens ne pouvaient plus avancer. Ils étaient de plus en plus serrés. Et ça a causé 21 victimes. C'était en 2010, en juillet 2010. J'ai d'ailleurs obtenu mon doctorat en juillet 2010 aussi, donc je me rappelle très bien de cet événement. Ça s'est produit la semaine qui suivait ma soutenance de thèse. D'une manière plus générale, ces accidents de foule, ils ne sont pas si rares que ça. On en compte plusieurs par an, des accidents de foule donc, qui sont meurtriers. Une moyenne annuelle de 380 victimes, mais qui ne sont pas réparties uniformément sur la planète. Ici, vous avez une carte des pays les plus touchés, avec par exemple la Chine et l'Inde, qui sont les 2 pays les plus peuplés du monde. Donc, ça se traduit par des niveaux de densité importants. Donc, ce n'est probablement pas une surprise de voir qu'il y a également la fréquence d'accidents est plus importante. Vous avez également un pays que j'ai trouvé un peu étonnant. Alors, la carte date d'il y a 5 ans, je pense, ou 6 ans. Ici, vous avez l'Irak. Et en fait, ça, c'est causé par le grand nombre de mouvements de panique qui ont fait suite à l'instabilité politique dans le pays. Et en tête de ce classement, il y a ce pays-là qui est l'Arabie Saoudite. Et vous devinez probablement pourquoi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est parce que l'Arabie Saoudite accueille tous les ans le pèlerinage musulman de la Mecque, qui est le plus grand rassemblement humain régulier. Quelques images de la Mecque. Pour mes études, typiquement quand j'étais à Zurich, la Mecque, c'était un endroit extrêmement intéressant pour nos recherches. Donc, on avait régulièrement des membres de l'équipe qui se rendaient sur le pèlerinage en Arabie Saoudite pendant le pèlerinage pour récupérer des vidéos. Parce que d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement intéressant. Ici, vous avez donc ce rituel où la vidéo est accélérée, où la foule de pèlerins tourne autour de ce lieu sacré.
la Kaaba. Et c'est vraiment un lieu incontournable pour ma discipline. Vous voyez bien que l'analogie ici avec les liquides, elle semble tout à fait tenir la route. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 3 millions de pèlerins chaque année qui se rassemblent dans une petite ville pendant les quelques jours du pèlerinage. Et surtout, il y a un rituel qui est assez précis. Donc, ils font tous la même chose en même temps. Donc, ils vont tous au même endroit au même temps. Et donc, vous avez ces 3 millions de personnes qui ne sont pas réparties uniformément dans la ville, mais qui vont tous se concentrer sur ce qu'il faut faire ce jour-là, puis ce qu'il faut faire ce jour-là, etc. À la Mecque, il y a des mouvements de foule à répétition, en moyenne 1 tous les 3 ans, depuis 1990. Et c'est également à la Mecque qu'il y a eu le mouvement de foule le plus meurtrier jamais enregistré. C'était en 2015 et il a fait 2500 victimes. Le truc, c'est qu'on peut rapidement perdre le contrôle avec un mouvement de foule. À partir du moment où ça se passe, comme il y a beaucoup de monde, eh bien, nécessairement, il va y avoir beaucoup de gens touchés. Et très vite, on peut perdre le contrôle. Voilà, ici encore une vidéo très jolie de ce mouvement de foule où on comprend vraiment l'analogie avec les liquides. Donc, ce sont vraiment des gens qu'on voit et on n'est pas du tout étonné de se dire « Ok, ben, ça peut être modélisé par exemple avec la mécanique des fluides ». Ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à cet événement que la recherche a avancé plus, s'est accélérée. Donc, quand j'étais à Zurich, mon chef, c'était Dirk Elbing, la personne qui a émis le modèle particulier dont je vous parlais tout à l'heure. Et pendant quelques années, il était également proche du gouvernement saoudien pour essayer de comprendre comment se structure la foule, et il avait l'autorisation de collecter des données. Et il se trouve qu'en 2006, il avait posé une caméra pour filmer la foule de pèlerins, et devant sa caméra, il y a eu un mouvement de foule qui s'est produit, qui a causé 362, dans cet article du Monde, c'est écrit 362, je pense que c'était un peu plus, victimes dans ce mouvement de foule. Et en fait, tout a été filmé. Tout a été filmé par sa caméra de surveillance. Et donc, on a eu ces données à analyser qui nous ont permis de faire des découvertes assez intéressantes. La découverte en question, ici, vous avez, par exemple, c'est des vidéos qui ont été prises à la Mecque. Donc, ça, c'est une foule de pèlerins. Les grosses boules blanches que vous voyez, ce ne sont pas des boules, en fait, ce sont des ombrelles. Parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui portent des ombrelles pour se protéger du soleil parce qu'il fait chaud. Et ici, vous avez un flux de pèlerins qui se déplacent vers la droite. Et en fait, en analysant ces données, on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène hors de contrôle qui se produit quand la densité atteint un certain niveau critique, un certain niveau seuil. Phénomène que Dirk Elbing a appelé des turbulences. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, le déplacement des gens ne va plus être en direction de leur objectif. Au bout d'un moment, le déplacement des masses va commencer à comme trembler, va être déplacé vers la droite, vers la gauche, voire même vers l'arrière. Et ça, c'est juste une forme d'amplification des bousculades. En fait, vous avez des gens qui sont tellement serrés que le moindre mouvement va être transmis à la personne qui est à côté, qui va elle-même transmettre ce mouvement à la personne d'à côté. Et donc, vous avez comme ça des vagues de bousculades qui vont traverser la foule et qui vont créer ces niveaux de congestion qui sont beaucoup trop importants. Et en particulier, les moments dangereux, c'est quand vous avez plusieurs vagues qui se croisent. Et au niveau de la jonction entre ces différentes vagues de bousculade, vous pouvez avoir des niveaux de compression qui sont extrêmement élevés, qui sont beaucoup plus élevés que ce que le corps humain peut supporter. Ces vagues de bousculade qui ont été identifiées pour la première fois à la Mecque, en fait, rétrospectivement, en regardant d'autres vidéos, on peut se rendre compte qu'elles se sont produites en fait, dans différents événements où il y avait trop de monde. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Mecque. Ici, je vous montre la vidéo d'un concert d'Oasis. Et nous, on a des outils maintenant qui nous permettent de mesurer ces vagues de déplacement et leur intensité. Et ici, vous avez une vague, on ne la voit pas très bien, mais qui se propage en fait, de l'arrière de la foule vers le début de la scène et puis qui va comme ça heurter le bord de la scène. Vous voyez où il y a les gens de la sécurité qui font même un pas en arrière, tellement le mouvement était impressionnant. Je vous le remontre à nouveau. Vous voyez cette vague qui approche et là, vous avez les gens de la sécurité qui font tous un pas en arrière. Et donc là, on est vraiment dans de la pure physique en fait. D'un point de vue comportemental, d'un point de vue prise de décision, tout ce qu'on peut avoir à étudier par ailleurs, ça n'a aucun impact puisque là, en fait, on se contente de regarder des transmissions de force d'un corps humain à un autre corps humain. Je vous montre d'autres exemples. Ici, c'est une vidéo que j'aime bien, on la voit très bien, cette vague de bousculade qui arrive du haut vers le bas et vous voyez qu'elle se propage comme ça, comme un effet domino, où finalement, il n'y a aucun contrôle possible de la part des individus qui sont au milieu. Et donc, c'est ça qui est dangereux, principalement. Et ces vagues, elles vont se déclencher naturellement. C'est un phénomène physique à partir d'un certain niveau de densité.
qui n'est pas précisément défini, mais qui est clairement au-dessus de 6 personnes par mètre carré. Donc, moi, personnellement, je dirais entre 6 et 7. Et quoi que vous fassiez, de toute façon, elles vont apparaître à ces niveaux de densité. C'est vraiment de la pure physique. Alors, tous ces modèles qu'on développe, ça nous permet, par exemple, de faire ensuite des simulations pour essayer de voir à quel endroit, par exemple, ces vagues de bousculade ont le plus de chances ou de risques de se produire. Et on se rend compte qu'il y a quelques éléments dans l'environnement qui favorisent ce risque. Pas systématiquement, mais qui vont juste augmenter un petit peu leur probabilité. Par exemple, un rétrécissement de la voie. Et on voit sur ces simulations, par exemple, dans les zones rouges, que c'est principalement au niveau du bord du rétrécissement qu'il va y avoir un problème. Un virage en angle droit, par exemple, c'est quelque chose de dangereux, en particulier au niveau de l'arête interne de cet angle droit, parce que typiquement, c'est un endroit où il va y avoir une densité légèrement plus élevée. La densité va être plus élevée au niveau de l'arête interne que de l'arête externe. Et donc, c'est à cet endroit-là que le risque de bousculade et donc d'apparition de ces vagues de bousculade va être le plus important. Pour finir, je voudrais vous raconter ce qu'a fait Dirk Elbing à la Mecque, puisque ensuite il était vraiment en communication étroite, et puis les organisateurs lui ont dit OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter ce genre d'accident à nouveau? Et en fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est principalement de l'optimisation multifactorielle. Donc, on prend tous les facteurs qui sont susceptibles de causer des problèmes et on les enlève tous. Il y a un de ces facteurs, par exemple, qui est le mouvement bidirectionnel, donc quand vous avez des gens qui se déplacent dans les deux sens. Et ce qui a été établi, par exemple, à la Mecque, ce sont des voies à sens unique. Donc, c'est comme s'il y avait un sens interdit pour les voitures, sauf que c'est pour les piétons. Il y a des voies où les gens ont le droit de se déplacer que dans un sens et des voies où les gens ont le droit de se déplacer que dans le sens opposé. Pour qu'il y ait, l'idée, c'est vraiment de garder le contrôle, de garder la maîtrise sur ce qui se passe le plus possible. Et par exemple, tous les pèlerins avaient, à partir d'un moment, un ticket qui leur donnait le droit d'emprunter une rue à une certaine heure, et uniquement à cette heure-là. D'accord? Donc, si vous voulez, par exemple, vous rendre, utiliser la rue qui est près de chez vous, ben, en fait, vous avez le droit de la prendre que dans un sens et que à 14h30, par exemple. Et donc ça permet comme ça de réguler, de contrôler combien il y a de personnes à chaque endroit. Comme je vous le disais, ce sont des artères principalement droites. Les virages, il faut éviter parce que quand on a un virage, soit en angle droit, soit un peu moins marqué, eh bien, au niveau de l'arête interne, il va y avoir une augmentation de la densité. Les rétrécissements de la voie sont enlevés. Vous voyez qu'ici, on a des voies qui sont bien parallèles, donc il n'y a pas de rétrécissement. Et il y avait un autre élément que j'ai oublié. Voilà, en tout cas, une maîtrise chirurgicale de qui va où, sans qu'il y ait possibilité d'improvisation de la part des pèlerins, quoi. Pour prendre un petit peu de recul sur tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est cette chose que je trouve absolument intéressante, moi, c'est que l'analogie avec la physique, avec la mécanique des fluides, avec les gaz, moins il y a de monde, moins elle tient la route. Alors que l'analogie avec l'éthologie, le comportement animal, la psychologie sociale, plus il y a de monde, moins elle tient la route aussi. D'accord ? Donc en fait, à faible densité, on va utiliser des outils, des méthodes, un contexte scientifique qui n'est pas le même, qui est vraiment même complètement différent que celui qu'on va utiliser à forte densité. Et on va avoir une forme de transition. Moi, je m'intéresse souvent à cette transition entre les deux, où on a un petit peu de choses qui sont de l'ordre des sciences comportementales et puis un petit peu des choses qui sont de l'ordre de la physique. On ne sait pas exactement quelle est l'amplitude de cette transition, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut voir un petit peu les choses, que vous pourriez aussi peut-être voir les choses, vous, si vous êtes un jour sur le terrain, à vous dire, OK, est-ce qu'on est dans un niveau de densité où je vais plutôt essayer d'influencer le comportement des gens en leur parlant, par exemple, pour essayer de modifier leurs décisions, leur prise de décision. Ça, c'est plutôt densité moyenne, faible. Ou est-ce que de toute façon, leur prise de décision n'a plus aucun impact? Et là, c'est plutôt d'un point de vue structurel qu'il va falloir essayer d'agir en déplaçant les flux de la même façon que vous essayerez de rediriger, par exemple, le flux d'un liquide dans un tuyau en plaçant un nouveau tuyau quelque part, par exemple. Voilà, c'était ma dernière slide. Je vous remercie pour votre attention.